Bonus. Trax. Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume et bienvenue dans ce premier entretien spoilers de notre saison 5. Un épisode un peu particulier puisque j'enregistre aujourd'hui au sein du Cercle Cubique, le symposium des arts de l'imaginaire organisé par le Naya Museum à Rochefort-en-Terre. Un premier entretien spoilers pour cette saison, n'hésitez pas surtout à aller écouter et réécouter nos précédents entretiens. Nous avions eu le plaisir d'accueillir Paco Mtielman, Nora Boisouni ou encore Valentin Vincent, voilà, des formats où nous revenons avec nos invités sur leur carrière ou sur le rapport qu'ils entretiennent avec les séries. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lloyd Cherry et Alt 236, tous deux invités du festival Le Cercle Cubique, pour une table ronde intitulée Le Fantastique au cœur de la création, et dont vous pourrez retrouver une captation sur les réseaux du Naya Museum. Alors Lloyd, tu es le créateur de C'est plus que de la SF, label qui mêle beaux livres, événements et podcasts autour de la science-fiction. Aujourd'hui, tu es rédacteur en chef adjoint du célèbre magazine Métal Hurlant, dont tu as assuré d'ailleurs la présence cet été sur France Inter à travers l'animation d'une chronique hebdomadaire. Alt 236, de ton côté, tu es vidéaste, musicien et auteur, et tu te décris toi-même comme un explorateur d'univers fictifs à la recherche d'une entrée dans le labyrinthe de l'imaginaire. Tu réalises différents formats vidéo sur ta chaîne YouTube, caractérisés par des montages créatifs et des analyses poussées sur divers sujets et univers imaginaires et étranges, le tout évidemment enveloppé d'une voix inimitable. Alors avant de commencer et de se lancer dans le grand bain des séries des genres de l'imaginaire, petite question pour vous. Rochefort-en-Terre, c'est une première fois? Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'aller voir le Naya Museum? C'est la première fois que je vais au Naya Museum et je découvre ce festival. En tout cas, il y a une super ambiance et tous les bénévoles sont vraiment très gentils. Donc ça fait plaisir d'être ici dans un cadre qui est magnifique. Vraiment, c'est sublime. Je recommande aux gens d'aller juste visiter la ville Rochefort-en-Terre. C'est très très chouette. Et ben moi, ça faisait pour le coup pas mal d'années que des gens me suggéraient de venir voir cet étrange musée parce que effectivement, ayant pu le visiter hier soir, je comprends pourquoi du coup on m'appelait là-bas. Il y a du Giger, du Olivier Ledroit, il y a plein d'autres artistes géniaux, et il y a aussi les sculptures du maître des lieux, donc qui a imaginé ce lieu, qui sont très intéressantes, qui sont parfois in situ, donc ça peut être aussi mélangé placé dans le château, et c'est un peu une balade un peu mystérieuse, et vraiment équipe adorable, lieu atypique au milieu d'un village complètement atypique et à l'opposé de ce qu'on voit dans le musée, donc c'est un mélange, un mariage très intéressant, et du coup voilà, je reviendrai avec mes enfants. Un vrai voyage, effectivement, en plus pas très loin de Rennes, donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage ou si même vous êtes breton et vous n'avez jamais osé, franchement, c'est à faire. Je crois même qu'ils organisent de temps en temps des escape games dans le lieu du musée, ce qui je trouve est une idée brillante parce que ça s'adapte vraiment très bien comme décor et comme univers très très particulier, quoi. Bien, plongeons donc ensemble à présent dans les séries des genres de l'imaginaire. Voilà, Spoilers, c'est le podcast des séries des genres de l'imaginaire. On y parle donc de séries de science-fiction, fantasy et fantastique. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question assez simple finalement. Quelle est là où les séries qui ont forgé votre imaginaire quand vous étiez plus jeune? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où vous avez eu ce déclic pour ces genres de l'imaginaire en série? Les séries des années 80-90 avec à chaque fois un unitaire, enfin un scénario qui se termine à la fin de l'épisode. Et puis évidemment, je pense que comme beaucoup, il y a eu l'avènement X-Files qui était un peu synonyme d'interdit parce que moi j'avais pas le droit de regarder, donc j'essayais de regarder en cachette les épisodes d'X-Files, et du coup ça a beaucoup joué, je pense, sur cet imaginaire là. En plus c'était une période où il y avait beaucoup de fantasy et de SF en fait dans des séries qui sont malheureusement, enfin qui sont jugées maintenant pas incroyables,
entre guillemets, qui était très stéréotypé. Mais je pense à des trucs comme Demain à la une, finalement, qui a fait finalement de la SF, quoi, avec quelqu'un qui anticipe ce qui va se passer. Il y avait des belles séries, il y avait aussi Highlander, enfin bref, il y avait plein de séries à ce moment-là, et qu'on était un enfant dans les années 90, fin des années 90, on pouvait vraiment découvrir ce genre de séries. Il y avait aussi Lois et Clark, je pense qu'il a aussi pas mal marqué les gens. Après, vraiment, moi, l'entrée dans les séries TV et dans cette passion de la série télé, ça arrive à partir de 2002-2003 avec Rome et The Shield, ainsi que The Wire. C'était un peu les premières séries que j'ai vues et qui m'ont vraiment fait basculer. Et après, pour rentrer un peu plus dans les détails, et je laisse la parole à Alt, dans la partie imaginaire pure et dure, pour moi, le premier grand choc, ça a été Twin Peaks, que j'ai découvert à 18 ans. Et j'ai trouvé ça exceptionnel, et c'est une série qui m'a beaucoup marqué, les 2 premières saisons. Et je trouve que ça fait partie de mon top 10 des séries ever. Je pense que Briac, qui fait partie de notre équipe et qui écoutera très certainement de podcast, sera bien d'accord avec toi. Alt, de ton côté? Je me rends compte que finalement les choses qui m'ont le plus marqué sont des choses que j'ai un peu attrapées par hasard, voire par erreur, et même que j'ai pas identifié tout de suite, tu vois. Et moi, ce qui me vient en premier là-dedans, c'est la série V. Alors, je me rends compte aussi que je prends mon écart d'âge en pleine face, puisque tu cites dans l'enfance X-Files, alors que moi j'avais déjà 18 piges et que moi, ça a été vraiment la série V, quoi. Les Envahisseurs, en gros, qui est un peu une allégorie de l'invasion nazie de la Deuxième Guerre mondiale, mais transposée aux extraterrestres, et avec toute une idée de résistance, de transfuges, d'espions, et avec en même temps cette espèce de fantasme des villes qui sont d'un coup survolées par des motherships extraterrestres, et du coup le monde est en train de changer comme ça en un claquement de doigts. Donc ça, mais sauf qu'au moment où je l'ai vu, moi, c'était une scène dans la douche où en gros si les aliens étaient sous l'eau, ils se transformaient en espèce d'araignée. Enfin, c'est très flou, mais il y avait ça, et aussi le visage qui se faisait arracher. On voyait en fait la peau de reptilien en dessous d'un des personnages. C'est des trucs que je regardais un peu quand mes parents étaient pas dans le salon, que je zappais. Tu voyais le truc 2 minutes et tu savais qu'il fallait changer la chaîne quand ils revenaient. Donc c'est des choses que j'ai attrapées qui m'ont pas mal terrifié. Et j'ai revu la série par curiosité du coup plus tard, vers 22-23 ans, et j'ai vraiment adoré. Enfin, je trouve qu'il y a eu un remake qui était ok, mais l'original est toujours très bien. Il y a notamment Robert Englund qui va jouer Freddy plus tard, qui est génial. Donc c'est une série que je conseille beaucoup et qui a vraiment fait partie des petites images d'Épinal comme ça qui rentrent en toi et qui t'obsèdent pendant pas mal d'années. Et après, bah moi, X-Files, évidemment, je sais plus vraiment rattaché à l'enfance, mais clairement, ça a été une épiphanie. Et pour moi, ça a pavé la voie à toutes les séries fantastiques que j'ai aimées après. Et je dirais que X-Files était encore un peu dans un contexte télé à l'époque où je l'ai découverte, mais moi, je vois un moment où la série quand même shift, au moment où tu as les DVD. Enfin, moi, c'est avec Lost que vraiment tout ça va arriver. Et Lost, il y avait vraiment, je l'ai pu le voir au moment de la sortie, et il y avait un truc quasi religieux d'attendre les amis pour se retrouver et regarder les 2 épisodes de la semaine le vendredi soir, et pour discuter des théories ensuite. Enfin, j'ai même été sur des forums pour aller plus loin et voir Enfin, il y avait vraiment un truc comme ça assez communautaire et en même temps épisodique, où quelque part on n'avait peut-être pas tous les épisodes d'un coup, et donc il y avait cette attente, et une semaine on pouvait gamberger sur ce qui allait être dévoilé. Et puis même si la série est peut-être imparfaite pour plein de gens dans sa fin, etc., moi j'ai beaucoup plus d'indulgence dans tout ce qu'elle a apporté quand même d'émotions, de trucs incroyables. Voilà, donc ça c'est vraiment X-Files et Lost, les 2 moi piliers qui m'ont marqué et me marquent encore aujourd'hui, et dont je recherche un peu dans d'autres séries l'ampleur, ou en tout cas l'ambition. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Alt parle aussi d'événements télévisuels. Ça veut dire que quand X-Files est sorti, on s'en rappelle, c'était quand même assez dingue. Il y avait une véritable hype autour d'X-Files. Pareil, quand Lost est arrivé, c'était au moment post-Prison Break, puisque Prison Break a été une des premières grandes séries très événementialisées à l'époque. Puis après, en fait, TF1 a sorti Lost aussi pour événementialiser sa série. Donc c'est aussi des moments où on a une espèce de bascule, où la série commence progressivement à devenir un médium respectable et respecté. Et c'est au début des années 2000 où on voit vraiment une espèce de cette bascule-là, où ça devient un événement. Et des grandes chaînes comme TF1 peuvent faire de la promo à fond pour dire de regarder Lost, par exemple. Alors, j'ajouterais même que moi, c'est le début où t'attendais clairement pas TF1 pour regarder la série, que tu téléchargeais tout en anglais, il fallait trouver des bons sous-titres, et que c'était qui avait la meilleure cale pour la projection du... c'est pas bien, mais c'est vraiment le moment où, évidemment, que t'attends pas 1 an que ce soit traduit dans un truc où ça va perdre beaucoup quand même de la hype du truc, parce que t'as envie de le vivre au moment où ça sort. C'était mondial quelque part. C'était un peu les réseaux sociaux aussi qui commençaient à aller avec ça et à répandre
répandre, tu vois, toutes les théories, toute l'excitation autour d'un script finalement, quoi. Donc ça, c'était Lost. Pour moi, je regrette presque qu'il n'y ait pas eu depuis de moments de communion comme ça autour des séries. Tu vois, il y a eu Game of Thrones, sans doute, qui avait ça, voilà. Mais c'est un peu moins mon cœur de meule, comme j'aime le dire. Mais évidemment que c'était incroyable, Game of Thrones aussi dans ce cadre-là, quoi. Ouais, le côté événement de Game of Thrones, moi je pense que c'est ça qui a été grandiose dans cette série. C'était la dernière saison où tout le monde vibrait au même moment. Complètement. À regarder ça, c'était en plus diffusé en même moment aux États-Unis comme en France et dans d'autres pays du monde. Et il y a vraiment eu ce truc, je pense, qu'on a tous ressenti, qui était un peu comme une Coupe du Monde, quoi. Ça veut dire que chacun vibrait avec la sortie d'une série et je sais pas quand est-ce qu'on retrouvera ça, mais c'était exceptionnel. Même des gens qui n'ont pas suivi la série, mais qui voulaient participer justement à ce moment un peu oui, comme tu l'as dit, quoi, de communion, de hype tous ensemble, pour pouvoir voir mais quel était ce phénomène, quoi. Mais je note un truc qui effectivement a disparu un petit peu aujourd'hui, mais qui faisait certainement aussi tout la saveur de ces séries-là. C'était, comme tu le disais, la diffusion télévisuelle ou cette espèce de chasse au trésor où on se passait les DVD réinscriptibles voilà, sous le manteau. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec évidemment l'avènement des plateformes de streaming, on a perdu une partie de ces choses-là, même si encore beaucoup de chaînes produisent des contenus de qualité et des choses qu'on peut retrouver de manière plus hebdomadaire. Mais c'est vrai que c'est difficile de retrouver cette rareté presque, en fait. De toute façon, ça va être difficile d'y revenir en termes de, comme tu dis, les plateformes. On est dans un écosystème qui est complètement différent, mais rien que déjà de sortir, il y a certaines séries qui reviennent un peu à ça, qui sortent, je crois, épisodiquement plutôt que de sortir tout d'un coup. Et en soi, ça montre bien qu'il y a aussi une envie de remettre un petit peu d'attente, parce que tout donner d'un coup, ça peut satisfaire évidemment le binge-watching qu'on a tous en nous, mais en même temps, comme tu dis, c'est très bizarre, c'est moins on t'en donne, plus t'en veux. Et enfin, il y a ce truc un peu étrange. Et là, on est face à une telle offre que c'est plutôt est-ce que tu as l'abonnement à la plateforme. Enfin, on en parlera plus tard, mais Sévrance, par exemple, est accessible que sur Apple TV. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu parce que bon, c'est encore un truc en plus qui arrive après les autres. Enfin, tu vois, il y a aussi un enjeu de où est-ce que c'est diffusé, est-ce que je l'ai, voilà. Enfin, combien ça coûte. Oui, c'est devenu, c'est encore plus devenu une industrie et c'était des catalogues. Effectivement, c'est à qui va réussir à attirer le plus d'abonnés possible et avec le meilleur catalogue, les meilleures franchises, etc. Justement, aujourd'hui, c'est quoi un peu votre rapport à ça? La série, c'est potentiellement quelque chose qui est devenu justement très chronophage, ou limite on a une charge cognitive incroyable quand on commence à suivre plusieurs séries, de se demander où on en est, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à suivre? Comment vous faites un peu vos sélections? Est-ce que vous avez succombé au binge-watching ou pas? Et comment vous consommez aujourd'hui des séries, Lloyd? Moi, j'ai toutes les plateformes, donc ça va être très simple. J'ai une veille, en fait, je fais une veille télévisuelle pour le travail, pour Métal Hurlant et puis aussi pour le podcast. Du coup, je suis abonné à quasiment tout, où les copains, on se prête les codes. Et ce qui est quand même très utile parce que ça commence à coûter de l'argent. J'ai fait un document Excel pour savoir combien je dépensais en abonnement par mois, avec aussi les médias, avec plein de choses, et c'est là où tu commences à te rendre compte que ça devient assez délirant. Souvent les gens sont abonnés à une ou deux plateformes, entre guillemets. Je suis abonné à 5, donc et je réfléchis déjà à me désabonner de certaines plateformes maintenant, j'en reviens un petit peu. Pour l'instant, moi personnellement, ce que je trouve de plus intéressant au niveau des plateformes de séries, c'est Apple. Que ce soit pour All Mankind, que ce soit pour Severance, Foundation, pour l'instant, je trouve que la DA éditoriale et la proposition que fait Apple en termes de science-fiction, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, évidemment, je reste un immense amoureux et amateur d'HBO. Malgré les changements, malgré voilà, il y a eu pas mal ça a beaucoup bougé au niveau de la ligne éditoriale aussi d'HBO, mais je reste quand même assez amateur des franchises entre guillemets HBO. C'est quand même encore synonyme de qualité. Bizarrement, et je trouve qu'il y a une vraie perte de Canal+. Les séries, les créations originales, je trouve que depuis le Bureau des légendes et la fin d'Engrenage, on n'a pas réussi à retrouver des séries qui faisaient autant vibrer. Attractive. Même si BRI, que j'ai pu voir récemment, est pas mal. Mais ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on se rend compte que la série à la française souffre pas mal. Heureusement, il y a des choses très bien faites par empreinte digitale, que ce soit encore sur Canal+, ou sur Netflix, mais quand même, moi c'est un peu désespérant des fois qu'on regarde les productions de séries à la française et à quel point on voit qu'on est loin de nos amis scandinaves, de nos amis coréens, de nos amis anglais.
et je parle pas des Américains pour qui c'est une industrie. Donc il y a aussi une vraie réflexion à avoir, parce que moi j'aurais plutôt tendance à dire que la série française est plutôt en crise. Et je ferai un parallèle avec la BD. La bande dessinée en série française est aussi en crise en ce moment. On a du mal à faire vendre des séries ou à lancer des nouvelles séries. Et parce que je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur aussi la narration et qu'est-ce qu'on veut raconter et qu'est-ce qu'on raconte. Mais ouais, donc je reste quand même suiveur. Toutes les grandes séries qui sortent en ce moment, j'essaie de les regarder. Je vais plus trop au bout maintenant des séries. Faut me tenir. Ok. Je vais plutôt regarder les 2 premiers épisodes. Et si ça me plaît pas, j'arrête tout de suite et je passe à autre Ouais. chose, parce que devant la masse, malheureusement, il y a vraiment une lutte de l'attention. Et donc, tu vas vers ce qui t'intéresse le plus. Là où je fais un peu impasse, c'est sur l'animation, où je regarde assez peu les séries adaptées de manga que j'ai déjà lues. Ça, c'est un truc que je fais assez peu encore. Mais voilà. En fait, je regarde plus de séries de la façon où je les regardais avant, à savoir essayer de regarder tout ce qui se voit, pour surtout un manque de temps. Parce que je suis les vidéos me prennent trop de temps, et que j'ai des enfants qui doivent se coucher, on est fatigué. Enfin, il y a des trucs où c'est vrai que se poser devant une série, c'est compliqué. Bizarrement, comme on est passionné de faits divers avec ma femme, on regarde plutôt des séries d'enquête policière ou des séries documentaires épisodiques, ce qui est un truc qui est apparu de plus en plus. Enfin, ça existait peut-être déjà avant, mais donc des crime stories, voilà, sur 3-4 épisodes, parce que c'est un peu plus contenu, et il y a la passion de l'enquête, c'est souvent avec tout l'intérêt du documentaire, et en même temps écrit de façon à ce qu'il y ait un peu une narration pas à cliffhanger, mais voilà, qui donne envie de regarder un peu la suite et tout. Et c'est surtout le côté, il n'y a pas 4 saisons, voilà. Donc moi je procède différemment, c'est plutôt j'attends que le alt signal, tu vois, brille suffisamment dans le ciel pour une série, pour dire ah oui, ok, ça d'accord, faut que je le vois. Par exemple, si HBO fait sa série sur Hellraiser, évidemment que je serai day one à la regarder, et grâce à ça j'ai quand même pu regarder Utopia à l'époque où c'était sorti, qui m'avait beaucoup marqué, la version anglaise notamment. Il y a eu Severance, mais j'avais aussi fut un temps où je fouillais un peu plus les séries. J'avais été bien séduit par une série qui s'est arrêtée malheureusement, qui s'appelait c'était un truc qui se passait au Groenland, pas au Groenland, mais en gros près de Tunguska, là, où il y a eu une explosion avec des arbres qui ont été couchés. En gros, c'était Sibéria, ça s'appelait. Et en gros, le principe, c'était une émission de télé-réalité qui emmenait des candidats survivre un peu dans cette zone. Et donc les 2 premiers épisodes, ça on dirait vraiment une télé-réalité un peu naze et tout. Et en fait, quand tu vas plus loin, c'était hyper cool, parce qu'il y a un problème, et les équipes, les caméramans commencent à se filmer, à apparaître, et du coup on passe dans une espèce de réalité de fin de footage, et avec un truc qui aurait pu être cool, et ça a été annulé à la saison 1. Et ça, c'est un peu un truc qui m'a aussi fait arrêter de suivre les séries de façon trop assidue, parce qu'il y a toujours la peur qu'elles soient annulées. Les 4400, j'avais bien aimé, puis ça avait été un peu fini aussi je crois qu'il y a toujours des contextes de production qui faisaient que t'étais pas sûr d'aller au bout d'une série, quoi. Il y a eu beaucoup de trucs annulés. Donc maintenant, voilà, Sévrance, clairement, quand j'ai vu de quoi ça parlait, et quand j'ai vu quelques images, j'ai fait d'accord, c'est pour moi. Et donc du coup j'ai pris l'abonnement PS4 gratuit 4 mois là, donc faites-le si vous pouvez. Et ça, c'était génial. Donc du coup maintenant j'attends presque que quelque chose soit dans une sphère où je me dis ça, je peux pas le louper, parce que c'est vraiment quelque chose qui va m'exciter. Après, je regarde plus des séries pour regarder des séries, il faudrait vraiment qu'il y ait un pitch qui vraiment nous attire. Et donc j'ai regardé plein de trucs hors SF ou fantastique avec ma femme, parce qu'on aime bien aussi aller voir dans d'autres styles. Mais c'est vrai que moi personnellement, je me cantonne uniquement sur les choses voire même sur lesquelles potentiellement je pourrais travailler, ou qui vont nourrir ma réflexion sur les sujets qui me fascinent, quoi. Je suis très spécialisé, quoi, c'est ça le truc. Et aujourd'hui, c'est pas tant du coup la série qui alimente ton imaginaire. Non, mais je rêve de faire un épisode sur X-Files, tu vois, parce que il y a 1000 choses à dire. J'ai jamais traité de série, et c'est un truc où il y a plein de choses c'est pour ça que c'est un peu mon Eldorado. Là, je vais le faire, je sais pas quand, mais ça fait partie des choses dont je rêve de traiter, parce qu'il y a des choses à dire sur cette façon d'écrire, sur le format, et puis bon, X-Files touche à des trucs en plus bien plus vastes qui vont très bien avec la chaîne, mais ça viendra. En tout cas, c'est quelque chose qui me frustre, parce que j'ai adoré ça, même si aujourd'hui je fais genre je regarde plus trop, mais j'ai été un fanat de ce format. J'en ai même écrit, ça s'est pas fait et tout, mais genre c'est vraiment un truc que j'adore par principe toujours autant, quoi. Ok, c'est les 30 ans de la série. Écoute, Bah là, ouais. en septembre. Donc, C'est vrai, écoute, ça peut peut-être nourrir la problématique. quand on dézoome un petit peu, je me faisais la réflexion que justement un peu les grandes sagas de l'imaginaire, les grandes sagas qui nous ont fait rêver, soit dans les années 80-90, soit qui ont un petit peu apporté leur pierre à l'édifice d'une industrie, comme je pense par exemple au Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elles sont plutôt déportées en série. En tout cas, il y a clairement un investissement aujourd'hui qui est
bien plus conséquent pour de la production de séries. Tu en parlais, Lloyd, Apple TV a un peu fait sa marque de fabrique d'une qualité de production qui est quand même assez incroyable, même pour des séries qui, comme Silo par exemple, peuvent être critiquables, mais en tout cas, en termes de production, voilà, c'est quand même assez remarquable. Quelle réflexion vous avez sur le fait que aujourd'hui Amazon met une somme colossale pour produire ce qui se veut être le Seigneur des Anneaux des années 2020? Globalement, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un âge d'or en termes d'imaginaire et en termes de science-fiction d'un point de vue sériel. Il faut voir le nombre de contenus liés à la SF sur Netflix, c'est assez dingo. Donc, les gens ne se rendent pas compte, mais on vit un âge d'or en fait en ce moment-là de la SF via le petit écran. Un âge d'or qu'on pourrait peut-être comparer à ce qui s'est passé dans les années 70 dans le cinéma américain où il y avait beaucoup de films de science-fiction. Là, c'est au niveau des séries. Donc, il y a une espèce de course à l'échalote entre les grandes plateformes pour acheter les meilleures sagas ou franchises ou licences qui pourraient faire des séries. Évidemment, tout le monde a vu le succès de Game of Thrones et tout le monde essaye de récupérer ou de refaire un succès proche de Game of Thrones. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a vu de nombreuses licences rachetées pour faire des séries. Après, ce qui est très compliqué, et on le voit bien, ça veut dire qu'il y a un Game of Thrones, mais il n'y en a pas 10. On voit à quel point c'est difficile. Je pense que Amazon a d'ailleurs, la question du Seigneur des Anneaux versus en série TV, ça a été extrêmement critiqué, à tort ou à raison d'ailleurs, et on voit bien à quel point c'est compliqué, même quand tu es Amazon, même quand tu mets $1 milliard de budget, ce qui est énorme sur 2 saisons, une saison, on voit que c'est très difficile. Donc il y a une espèce d'alchimie qui est compliquée à créer. Et en fait, comme ce que je disais tout à l'heure, il y a une lutte de capter l'attention. Donc on se rend compte que même les jeux vidéo, c'est pareil. Ce qu'on voit à l'explosion des open world, donc ces mondes ouverts où tu vas jouer 80 heures, 100 heures, 120 heures avec après des DLC, des contenus additionnels qui vont s'ajouter, tout est fait pour te maintenir au maximum dans une franchise ou dans un univers. Et en fait, la série, c'est parfait pour ça, parce que quand tu regardes Game of Thrones, tu as 8 ans de hype à chaque fois, il y a de l'argent qui tombe, on parle de toi. Donc en fait, évidemment, ces séries-là, elles se disent on va capitaliser sur le temps et l'attention des gens. Et c'est pas anodin que Harry Potter se relance en série TV. En plus d'ailleurs, il y a 8 bouquins, tu fais 8 saisons, tu fais entre 8 à 10 épisodes par saison et c'est reparti, tu relances la machine Harry Potter pendant 10 ans, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que finalement le temps a changé, avec le numérique aussi, notre rapport au temps a évolué. On vit un âge d'or culturel, on n'a jamais eu autant d'offres partout. Il y a une surproduction, que ce soit en littérature, en bande dessinée, en série TV, au cinéma. Il y a une surproduction culturelle, c'est un espèce d'âge d'or. Et du coup, c'est la lutte de l'attention pour savoir qui va capter qui va mettre de l'argent dans telle plateforme. Et du coup, il faut arriver à s'en sortir. Et c'est rigolo parce que finalement, ce qu'on pensait un peu perdu, qui est la critique très spécialisée, qu'on avait un peu l'impression avec l'arrivée d'Internet et l'arrivée aussi de gens spécialisés sur Internet, les blogueurs et autres, que ça allait un peu disparaître. Et je pense de plus en plus importante, parce qu'il faut se repérer. Les gens ont besoin de se repérer, filtrer, quoi lire, quoi voir. Et moi, je le vois via le podcast avec C'est plus que de la SF, sur de la bande dessinée ou sur des œuvres. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'écouter le podcast avant de décider d'acheter ou pas. Donc c'est une confirmation de biais, quoi. Le podcast ou la recommandation spécialisée peut, pour certaines personnes qui sont fans d'un genre, peuvent leur donner envie d'aller acheter. Donc du coup, il y a aussi je pense qu'il y a aussi une renaissance de la critique qui va arriver ou qui tend à arriver, parce qu'il faut arriver à se repérer. Quoi voir dans une masse quand je prends la BD, quand il y a 7000 nouveautés par an, quoi lire sur les 7000, et les porte-monnaies ne sont pas extensibles. C'est ça, de moins en moins d'ailleurs. Et effectivement, comme tu le dis, en plus, du coup, la série, aujourd'hui, elle a toujours été, mais est visiblement de plus en plus un produit industriel. En tout cas, comme tu l'as dit, le format sériel est parfait pour maintenir captifs les gens. On le voit d'ailleurs aux États-Unis. Aux États-Unis, ils arrivent à faire une saison par an. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Game of Thrones, House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux, c'est tellement gros qu'ils sont obligés de mettre 2 ans, ce qui est quand même très lourd pour les. Enfin, c'est assez rare, voire exceptionnel pour des productions américaines. En France, on a mis, avec notamment Canal+, ça a été les premiers à faire ça, il fallait 2 ans pour écrire, il fallait 2 ans pour écrire et tourner une série. Donc on voyait bien que nous, on était, en tout cas les Français, c'était artisanal pour nous la création de séries. Alors qu'aux États-Unis, qu'on va voir Netflix ou les studios, c'est énorme, on voit que c'est une industrie. En crise d'ailleurs actuellement. Qui est en crise actuellement, et puis il y a une grève. Mais on voit que c'est pas du tout les mêmes façons de produire et même de concevoir l'objet.
Nous, on est quand même encore porté par tout ce qui est l'autorisme, entre guillemets, post-nouvelle vague. Donc, là, voilà, on est encore là-dedans dans ce côté artisan qui, je pense, est très fort chez nous dans notre imaginaire télévisuel et cinématographique, alors qu'aux États-Unis, ça fait très très longtemps que bah, voilà, c'est le producteur, le patron, ou la chaîne, ou le copyright, et c'est pas forcément les showrunners qui voilà, sont un peu oubliés après au fur et à mesure, quoi. Al, toi, tu as un avis sur le fait que peut-être voilà, certaines franchises ou choses qu'on a pu aimer par le passé, peut-être exclusivement au cinéma, aujourd'hui se diluent peut-être un peu en format sériel, je sais pas. J'ai vraiment pas du tout de connaissance de l'industrie, donc sur ce point précis, je pourrais rien dire d'intéressant. C'est plus en tant que public, là, pour le coup, où je trouve qu'en fait, c'est tellement des machineries énormes, y compris commerciales et marketing, que du coup, dans un premier temps, moi, ça me repousse complètement. Je trouve que ça enlève tout charme autour du truc. C'est, ouais, ça arrive sur Apple TV, genre Fondation. Alors, sur le principe, je trouve ça trop cool qu'on a essayé d'adapter des livres qu'on pensait inadaptables. Mais là, le format série, en se disant, bah, on a plein d'heures pour le faire. En termes de diffusion, ça peut être débloquer des trucs intéressants. Mais en fait, je sais pas, il y a une telle envie, comme tu le disais, de chaque plateforme d'offrir un truc qui va révolutionner le truc et de retrouver une espèce d'épiphanie comme ça, que moi, du coup, je trouve que ça tue tout le charme et ça me donne envie, limite, dans ce que je recherche moi, d'aller creuser vers des trucs un peu oubliés, tu vois, d'aller vers justement tout ce qui est dans la queue de la comète, qui est chassé chaque année par les nouveaux trucs à suivre et tout. Et j'ai l'impression qu'on passe à côté de plein de choses où j'ai presque envie d'aller vers la fragilité de choses un peu qu'on a oublié ou qu'il faudrait redécouvrir parce qu'il y avait déjà des trucs incroyables. Et si Fondation s'avère être incroyable dans 6-7 ans, je me dirais, bon, bah vas-y, je vais le regarder, ça vaut le coup apparemment. Mais moi, ça tue la hype, ce truc-là. Et je préférerais... et puis, c'est pas parce qu'il y a plein d'argent qu'il y a des idées incroyables ou que c'est bien fait, tu vois. Ça peut se voir à l'écran, il y a des décors incroyables, mais est-ce que ça fait une bonne série? Non, malheureusement. Et tu peux avoir des séries incroyables faites avec quand même des moyens beaucoup plus limités, mais qui prennent des risques. C'est toujours ce rapport investissement-risque qui, je trouve, il y a tellement de milliards. Enfin, qu'est-ce que tu pouvais attendre d'un truc fait par Amazon à 1 milliard, à part la peur que ça se plante, quoi, tu vois. Et du coup, de faire quelque chose qui soit superbe et en même temps, bah, du coup, avec une telle attente qu'on a tellement monté en brèche que du coup, il y a eu des haters day one, tu vois, même de gens qui et des deux côtés, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, ça me terrifie tout ça, et du coup, ça me donne absolument pas envie de me plonger là-dedans. En gros, il y a un bruit autour de ça qui, en fait, et j'ai même de la peine pour les gens qui écrivent ça, qui doivent avoir des idées géniales au moment où on leur dit tu vas faire Fondation, et genre, bah, c'est leur rêve, et tu rentres dans des logiques de production, de gens au-dessus qui te disent mais ça c'est hors de question et tu mets cette personne-là même si celui-là serait mieux. Enfin, il y a plein de trucs qui font que du coup, comment est-ce que tu peux faire surnager un projet avec une vraie intention un peu folle, tu vois. C'est difficile. Alors c'est très bien fait, c'est très beau, c'est très bien joué, c'est pas ça que je dis, mais moi c'est pas ça qui fait un truc mémorable où tu vois, où les gens, comment t'expliques le succès de Game of Thrones? Quelque part ça vaut d'autres séries, tu vois, genre il y a eu un truc, tu vois, et cette alchimie tu la crées pas comme ça, quoi. Donc moi, j'avoue, ça me terrifie un peu et ça me met vachement. Et tu vois, et Star Wars, par exemple, c'est un bon exemple. Je suis pas spécialement Star Wars, mais si j'étais fan de Star Wars, je pense que tout ce qui se passe dans Star Wars, ça m'aurait dégoûté, là. J'en peux plus. Je ne suis pas Star Wars et ils ont réussi à me fatiguer à distance, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu peu de fans de Star Wars se réjouir de tout ce qui sort. T'as des gens qui disent ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Mais globalement, je sens quand même une déception du mercantilisme à outrance de Disney qui s'est dit allez, on va tuer le truc jusqu'au bout. Enfin, Je fais partie des fans de Star Wars. J'ai pratiquement tout regardé, je pense. Et je ressens totalement ce que dit Al. Ça veut dire que tu as une lassitude, une fatigue, parce que c'est les mêmes produits. On avait ça avec Marvel, hein, pour moi. Hein. Déjà, hein, c'est les mêmes produits. C'est d'ailleurs des produits, c'est plus des œuvres. C'est la même écriture. T'es pas surpris. T'es narrativement très très peu surpris. C'est peut-être pour les kids. Est-ce que le seul truc que j'ai, les kids qui découvrent ça aujourd'hui, qui peut-être peuvent kiffer premier degré, eux, pour le coup, c'est cool pour eux, tu vois. Mais je pense que pour les gens qui sont là depuis, qui sont natifs entre guillemets, tu vois, qui aiment Star Wars d'amour depuis des années, au bout d'un moment, en fait, tu les écœures. Enfin, je veux dire, tu peux pas proposer autant de contenu. C'est ça. T'es face à la limite de l'exercice, hein, moi je trouve, d'une production trop contrôlée, et tu sens que c'est relu, que c'est marketé, et ça manque un peu de naturel. Et puis je pense qu'il faut surtout de nouvelles franchises, en tout cas qu'on sorte de tout ça, parce que quand même on est très marqué dans un imaginaire années 60, années 70, et ce serait bien qu'on arrive à faire exister des nouvelles choses. Alors après il y a des choses, des offres que je trouve intéressantes. Stranger Things, quand tu vois ce que ça fait sur des collégiens, c'est hyper marrant. Moi, j'ai une nièce, elle était fanatique de Stranger Things parce qu'il y avait quelque chose qui se faisait au collège, et donc elle voulait absolument regarder. Donc elle avait pas forcément les références très 80s de la série, mais c'était hyper drôle de la voir
s'éclater en regardant Stranger Things, quoi. Et ça, je trouve ça marrant aussi à un moment donné, c'est de se dire en tant qu'adulte, entre guillemets, pour quel public est fait la série. Et des fois, il y a des trucs, c'est pas fait pour nous. Et ouais, je veux juste redire un truc parce que à chaque fois que je suis un peu péremptoire comme ça, c'est juste une impression. Et en vrai, moi, tout ce que j'espère, c'est que les gens qui aiment Star Wars kiffent et je leur souhaite. Et s'il y en a qui ont aimé, tant mieux. Moi, j'aime bien les trucs bizarros, un peu horreur et tout. Je suis pas du tout le public pour ça. Et c'est juste que sur d'autres franchises que je pouvais aimer avant, c'est vrai que quand tu tires trop sur la corde et que tu le fais un peu en mode parce qu'il y a une demande pour ça, bon, et je pense qu'il va falloir revenir de ça à un moment pour dire on en fait moins, mais on le fait mieux et on vous offre un truc un peu moins marketé, quoi, tu vois, parce que je pense que ça, les plateformes ont poussé à ça de fait, parce qu'il y a une concurrence et que quelque part, il va falloir réinventer peut-être une nouvelle façon de redonner de la magie autour même du marketing. En fait, c'est triste à dire, mais pas de matraquage. En fait, faut aller vers un truc plus mystérieux, je pense. Ça peut être ça. C'est intéressant le cas du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, quand tu vois la trilogie, il y a un souffle, il y a de l'âme. En fait, parce que Peter Jackson est fan, parce que ça a été une aventure, c'est un miracle, et ça se ressent en fait, ça se ressent dans les films. Quand tu regardes Les Anneaux de Pouvoir, moi personnellement, j'ai aimé, ça me divertit. Pour moi, c'est du divertissement plus. Je retrouve pas du tout ce supplément d'âme qu'il y avait dans Game of Thrones. Je pense que les deux showrunners au début, ils sont à fond et on sent qu'il y a quelque chose de fort là-dessus. Après, quand quand il faut ta franchise parce que pour des raisons juste de business. C'est dommage. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ça qui interroge, une série maintenant, comme tout est au même niveau, jeux vidéo, cinéma, série, quand à la rentrée de l'année dernière, tu te retrouves face à House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir, comment t'existes, même au cinéma, parce qu'en fait finalement le spectacle il est chez toi, dans ton canapé. Tu vois, le cinéma fait pas mieux, hein, en tout cas en blockbuster d'action, de ce que j'ai vu récemment. C'est moins bien que Game of Thrones, plus ou moins. Enfin, en tout cas, moi, je vibre pas pareil, quoi. Et en fait, tu te dis, waouh. Donc, moi, en ce moment, j'ai envie d'aller voir d'autres types de films. J'ai envie de sortir des blockbusters, j'ai envie d'aller voir des films plus indépendants. Et j'ai vécu ça dans le jeu vidéo aussi. À un moment donné, quand on a marre des AAA, tu vas voir les indies parce qu'en fait, t'as besoin de te nourrir d'autres choses. Et ce qui n'empêche pas les bons AAA et les jeux indie pas ouf, mais je vois très bien ce que tu veux dire, d'avoir envie de revenir à un truc peut-être plus innocent, un peu plus pas punk, c'est pas le bon mot, mais un truc un peu plus underground. Et j'avoue que cette espèce de déferlement, il m'a plutôt ramené vers ça. Et de ce qui sort aujourd'hui, il y aura un tamis qui sera fait de trucs qui vont rester parce qu'ils sont quand même géniaux. Et il y en a, hein, heureusement, faut le dire, il y a des séries incroyables qui tournent aujourd'hui. Mais et celles qui sont effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises déjà, mais par exemple comme Severance, c'est toi qui sortent effectivement de nulle part, d'une personne qui n'a jamais fait de série avant, c'est effectivement plus ce genre de production qui, j'espère... Ben Stiller aussi. Il y a Ben Stiller à la réalisation, qui a bien aidé, mais le créateur, l'auteur principal... Regarde Succession, regarde la hype qu'il y a eu autour de Succession, qui est immense comme série. Mais Succession, en fait, c'est hyper intéressant. T'as très peu d'effets spéciaux finalement. On est vraiment sur l'écriture, c'est shakespearien, quoi. Et on retourne à la base, la tragédie finalement. L'origine story de tout, ça reste la tragédie grecque. Et c'est vrai que c'est une série remarquable. Et ça te fait vibrer. Et pourtant, je pense qu'il y a 10 fois moins de budget que les Anneaux de Pouvoir. Mais par contre, en termes de comédiens, tu vois, t'es sur ton siège. Et fun fact pour Succession, juste sur les médias et tout, c'est que je l'ai offert à ma maman à Noël dernier. Parce qu'elle aime bien les séries, qu'elle a donc adoré, mais je lui ai offert en DVD. Parce que du coup, tu vois, les plateformes, c'est plus chiant pour eux, tu vois, ils n'ont pas forcément le bon abonnement et tout. Je crois que c'est HBO en plus, enfin, c'était pas sur Netflix en plus. C'est ça. C'était sur OCS, puis après Warner. Voilà, donc c'était compliqué, je savais même pas où lui dire de le voir, donc j'ai acheté les DVD, et là j'ai récupéré les DVD pour pouvoir les regarder moi, mais c'est marrant aussi de voir qu'elle a pu le voir grâce au fait que son fils lui a acheté les DVD, tu vois, mais elle a kiffé à 200%. Donc. Un vrai problème aussi aujourd'hui, de plus en plus, enfin de moins en moins pour le coup, de séries sortent en format physique. Il y a des séries qui disparaissent totalement des catalogues. Il y a très récemment la saison 1 de Willow qui n'a pas été renouvelée, mais qui a disparu à peine quelques mois après sa sortie, qui a priori ne verra jamais le jour en format physique, à moins d'un revirement, quoi. Mais ça crée aussi, ça pose aussi énormément la question, cette surproduction, ces plateformes de streaming. Et de la sauvegarde de tout ça, quoi. Exactement, et de l'étude, en fait. Comme je le disais au début, nous, on travaille pas mal avec des universitaires qui, du coup, pour avancer sur leurs travaux, étudient les séries et ont besoin de retrouver ces séries. Alors, c'est là qu'on remercie les gens qui rendent ça disponible sur Internet d'une manière ou d'une autre, mais oui, on est dans une machinerie qui n'a pas de fin, quoi. En tout cas, la série est vraiment un vecteur de soft power. Moi, ça me paraît vraiment évident.
bon, soft power américain, parce que c'est eux qui ont dominé, mais pas seulement. Il y a les dramas coréens qui arrivent fort. Drama coréen, voilà, soft power coréen, soft power, il y a toute une période scandinave où avec des budgets vraiment moindres, la télévision scandinave a réussi à produire des choses assez exceptionnelles, séries vraiment. policières, pas mal aussi, Séries ou policières, politiques, ouais. il y a des trucs. C'est ça, ouais. Borgen, Bron, voilà, il y a des super séries en polar que je trouve très, très, très intéressants. Et c'est vrai que nous, c'est hyper intéressant en France, on a beaucoup de mal sur la culture, en tout cas, à avoir une forme de soft power, on a eu à une époque, mais c'est difficile pour nous d'arriver à vendre à l'international, que ce soit nos albums, nos BD, hein, on est quand même champion du monde, entre guillemets, avec les Belges de la bande dessinée, c'est compliqué à faire traduire, nos romans, c'est compliqué à faire traduire aux États-Unis, et c'est vrai qu'il y a toute une question de l'exportation qui n'est pas du tout dans notre culture française, et on voit à quel point des fois c'est difficile. Alors certaines séries... Il y a qu'en musique que ça sort, tire l'épingle du jeu, mais sinon c'est vrai que c'est plus dur. Certaines séries ont réussi, hein, le Bureau des légendes a réussi à se vendre, Engrenage aussi, mais on voit à quel point c'est dur. Pour nous de aussi partager nos créations à l'international, c'est compliqué. Il faut éventuellement une tête d'affiche ou un acteur qui a déjà un peu cette aura. Je pense notamment à Lupin, qui a priori a pas trop mal marché à l'étranger, mais parce que Omar Sy s'était illustré déjà. Ouais, puis c'est comme Emily in Paris, hein, finalement. Le succès d'Emily in Paris, c'est parce que c'est Paris et que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui regardent Emily in Paris, par exemple. La cible, c'est pas nous. Nous, ça nous fait doucement rigoler parce que bon, c'est un Paris fantasmé. Mais par contre, la cible, c'est vraiment les Américains qui fantasment parce que c'est vrai que dans nos imaginaires qui, par contre, s'exportent, bah, c'est le luxe, c'est Paris, c'est le Louvre, c'est la gastronomie, tout ça, le vin, ça s'exporte, quoi. Il y a pas de souci. Mais c'est intéressant de voir aussi que le succès de Lupin à l'international, je pense, peut aussi se voir parce que il y a le Louvre derrière qui, je pense, joue beaucoup dans l'imaginaire. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air d'être une réal aussi très américaine. Enfin, tu vois, taillé pour. Très efficace, ouais. C'est ça, un truc tout bête. Le Louvre, j'ai pu rencontrer des gens qui travaillaient pour la partie marketing et communication du Louvre. Ils racontaient que le clip de Beyoncé, ça avait été énorme. Ouais. Ça avait été énorme. C'est-à-dire que ça avait été peut-être le plus grand spot de pub du Louvre d'un point de vue récent et moderne. Iconisé, quoi. Et en fait, ça a iconisé et que plein d'Américains venaient juste pour voir comme le clip de Beyoncé. Ce qui est quand même assez rigolo, quoi. Mais si ça peut ramener des gens, c'est trop bien, tu vois. On vient de voir là tous ensemble que la production était pléthore, que c'était aujourd'hui un peu compliqué éventuellement de s'y retrouver, même d'avoir envie. J'ai quand même envie, moi aussi, du coup, de vous poser une question. Quelle est la série ou quelques séries qui, là, aujourd'hui, vous ont marqué, qu'on pourrait recommander si nos auditeurs auditrices n'ont toujours pas vu, et peut-être aussi éventuellement une attente qui s'est fait jour récemment et qui titille un peu votre envie. Bah, je vais reciter un truc que j'ai cité tout à l'heure, mais que je voudrais faire un petit focus dessus. C'est Sévrance pour le coup, parce que ça faisait longtemps que. Alors, il faut pas avoir trop d'attentes vis-à-vis d'une série, donc dites-vous que c'est juste bien. Mais moi, j'ai été pas mal touché, notamment parce que ça utilise l'esthétique liminale de façon consciente et voulue, et du coup, je trouve que c'est très bien utilisé. J'avais un peu peur au début de la série parce que je trouvais que ça commençait comme du Black Mirror. Et mais aussi bien que ce soit Black Mirror, ça me déprime et je trouve ça toujours un peu les écrans c'est mal, ce qui est au bout d'un moment a fini un peu par me fatiguer et puis je trouve ça un peu anxiogène, alors que là on pense que ça commence comme ça, une réflexion sur le monde du travail et tout, et en fait c'est je trouve formellement au niveau du cast, au niveau des problématiques du mystère aussi qui commence à s'opérer dans la série petit à petit, hein, toujours avec cette idée d'un épisode qui fonctionne sur lui-même, mais qui en même temps installe une mythologie plus globale et qui du coup à la fin de la saison 1 m'a vraiment donné très très envie de voir la suite. Il y a aussi une espèce de côté, une dimension un peu absurde dans leur mystère, quoi. C'est des gens qui sont dans une boîte où ils sont devant un ordi, ils savent même pas ce qu'ils font. Enfin, les couloirs sont vides, il y a des départements très étranges. Enfin, c'est vraiment une série un peu comme un rêve fiévreux, tu vois, mais qui serait très froid et corporate, et en même temps je trouve que c'est formidablement bien écrit, bien produit. Enfin, il y a Patricia Arquette, il y a John Turturro, il y a Christopher Walken, enfin il y a l'excellent auteur j'ai plus son nom, de Parks and Recreations, Adam Scott, le premier rôle qui est génial. Enfin, la musique est ouf, le générique est incroyable. Ça, c'est vraiment une série qui m'a vachement satisfait et qui en même temps j'ai trouvé aussi c'est presque un peu le pendant elevated horror, tu vois, de la série fantastique, puisqu'il y a quand même un côté un peu très esthétique, un peu intellectuel, tu vois, et pour autant j'ai quand même adoré, donc c'est visible que sur Apple TV, donc c'est un peu dommage, mais j'ai fait l'effort d'aller sur une plateforme qui n'était pas mienne pour le voir, parce que vraiment
pour le coup, les images m'avaient beaucoup marqué, j'ai pas été déçu. Donc ça, c'est pour ce que je conseillerais récemment, qui m'a mis devant une série comme au bon vieux temps, entre guillemets. Et je l'ai cité aussi tout à l'heure, mais j'évoquais Hellraiser tout à l'heure. S'il y a un truc qui, pour moi, les séries pourraient permettre, c'est parfois de revivifier des franchises qui ont pu être un peu abîmées au cinéma. Et Hellraiser, donc c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est d'un auteur qui est Clive Barker, qui a toujours eu un peu du mal, malgré tout ce qu'il a fait, à pouvoir avoir les moyens et l'attention, je trouve, que méritait son univers et son écriture. Hellraiser, c'est un rendez-vous raté au cinéma, à part les deux premiers. Et le remake, le dernier, moi, que j'ai bien aimé. Mais voilà, d'imaginer une série, en plus c'était David Goyer, je crois, qui serait à la prod. Enfin, il y avait des noms de gens où je me suis dit, waouh, il pourrait enfin mettre. Et puis, comme c'est dans une série, quelque part, il y a moins d'attente qu'un film de ciné, voilà, avec tout ce qu'il y a autour comme prod. Là, je me disais, ça pourrait être par des passionnés et tout. Donc, si ça arrive, tu vois, c'est vraiment une série où je serais hyper alerte et j'aurais envie de voir parce que. Justement, on pourrait voir vivre des choses qui au cinéma, c'est plus compliqué. Tu vois, le dernier, le remake a dû sortir sur Hulu. Oui, c'est ça, c'est un film qui est sorti directement sur une plateforme. Ouais, voilà, sur une plateforme. Donc, voilà, ça, clairement, c'est le truc que j'attendrais, sur lequel je me jetterais si ça sort. Mais c'est même pas sûr, tu vois. Donc, parce qu'HBO a été racheté entre-temps. Enfin, il y a des trucs qui ont fait que peut-être, je sais même pas si c'est encore dans les tuyaux. C'est compliqué chez la Warner actuellement, oui, effectivement. Ouais, ça a changé. Le directeur de la Warner, le DG a bougé, donc il y a eu beaucoup d'évolutions. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je recommande évidemment Succession, qui, je pense, m'a vraiment fait vibrer. Ça fait partie vraiment des séries où à la fin j'ai ressenti un truc que j'avais ressenti avec Game of Thrones en termes d'intensité narrative. C'est une série remarquable, je pense que beaucoup de gens en ont parlé, ça a marqué beaucoup de gens. Le pitch est assez simple, c'est un père de famille qui est un trust de médias, et du coup la question de la succession se pose puisqu'il a des problèmes de santé et il a 4 enfants et donc la lutte pour la succession commence. Mais comment faire pour prendre la succession d'un père qui t'a toujours maltraité, qui a toujours été émotionnellement horrible, toxique, et donc il y a ce truc de comment tuer le père finalement. Et c'est une série qu'on peut lire sur plusieurs degrés, et qui parle, je pense, d'un truc aussi qui est intéressant, tuer le père finalement, symboliquement ou réellement. Et c'est une série qui dit beaucoup sur le monde des ultra riches. Puisqu'en fait on suit des gens qui sont milliardaires globalement, et toutes leurs failles narcissiques, puisqu'en fait on n'a que des personnages qui sont vrillés narcissiquement ou humainement, et c'est hyper intéressant de voir qui finalement à la fin gagne le trône ou le pouvoir, et c'est une série qui est vraiment intéressante grâce à un casting incroyable, et puis des choses très humaines. Il y a vraiment des moments d'émotion, je pense, où on est touché par ces gens-là, parce qu'ils vivent des souffrances que je pense qu'on vit tous. Humans after le rapport all, aux parents. Okay. Ouais, c'est ça. Et en ce moment, je regarde une très bonne série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Winning Time, qui raconte la saga des Lakers des années 80 avec Magic Johnson. C'est une série qui est sur HBO, qui est une série de reconstitution assez bluffante, avec tout un cast, avec un Adrian Brody exceptionnel en futur entraîneur des Lakers. Et moi, ça me fait pas mal vibrer. Je trouve qu'il y a un truc qui se passe dans les séries de sport depuis le documentaire sur Michael Jordan, qui a été produit par Netflix, qui a été exceptionnel. Pour moi, une des meilleures séries sportives et documentaires all the time. Et je trouve qu'il y a un truc vraiment intéressant qui se fait sur la série de sport. Le sport est en train de revenir par le petit écran, et c'est hyper agréable. Voilà, moi, en fait, finalement, c'est marrant, je suis spécialisé en imaginaire, mais ce qui m'intéresse le plus en série, plutôt, c'est le polar. C'est ce que je regarde, c'est là où je suis le plus consommateur de séries. Okay. Tout à l'heure, j'ai dit que je suis tombé amoureux des séries comme The Shield ou The Wire, qui étaient des séries polardeuses, et j'ai gardé vraiment ce goût du genre. Et je trouve que sur ça, on a une vraie expertise, en tout cas en France, sur le polar. Mais on aimerait bien avoir plus en tout cas, le true crime, qui est en train vraiment de se développer depuis quelques années, depuis ce qui se passe aussi avec Dahmer, typiquement. Je pense qu'il y a un vrai potentiel, et qu'il y a des choses intéressantes à faire sans trop tomber dans quelque chose de vulgaire. Parce que la série Dahmer... Et bon, c'est Ryan Murphy, donc ça peut être un peu vulgaire quand même, et se poser de vraies questions. Enfin, il y a eu des vraies problématiques qui se sont posées avec cette série, de quand il y a des gens qui ont survécu à Dahmer, les familles. Il y a Mindhunter aussi qui a beaucoup joué dans et Mindhunter évidemment, mais qui, bon, pour moi est supérieur. C'est Fincher, c'est encore fort. Mais Dahmer proposait des trucs intéressants sur le true crime, parce qu'il y a quand même une vraie. Nous, par exemple en France, on a beaucoup de mal à faire des choses autour de nos faits divers,
de nos grands faits divers. Et pourtant, il y aurait des. Enfin, ça va venir, hein, mais il y aurait des films incroyables. Enfin, Dupont de Ligonnès, je pense qu'il y a des prods qui se battent déjà depuis longtemps pour faire un truc, tu vois, par exemple. Hein, y a pas que Mais ça. ça existe, hein, d'ailleurs. Enfin, ils ont, du coup, pour le coup, je crois qu'ils ont fait des D'accord, téléfilms. On est sur du téléfilm, mais on n'est pas on a un truc qui est tout bête, par exemple, je vois le Bataclan. Ouais. Typiquement, il y a eu Novembre récemment, qui est un film moyen, mais on sait très bien que les Américains, face à un fait divers comme ça, ils auraient fait un truc, un film blockbuster, grand spectacle, comme le World Trade Center. Alors après, le film n'est pas très bon, d'Oliver Stone, ouais. Et ça pose plein de questions éthiques, justement, de vers quoi tu montres. Mais nous, on a une espèce on a du mal à aller vers ce genre de grands faits divers qui ont marqué les gens. Et tu vois, pourtant, ça me fait penser bizarrement au Revenant, qui était, je trouve, une vraie réussite, tu vois, d'ambiance, mais on arrivait à prendre complètement la France. Enfin, tu vois, il y a pourtant une porte à chercher, souvent autour du polar, du fait div, des endroits peut-être un peu plus reculés en France, soit qui sont moins les grandes villes et tout. Et les Revenants, je trouve que ça avait été adapté, même, je crois. Enfin, pour le coup, on avait su jouer une carte de la France, en tout cas d'une certaine vision, qui a réussi à s'exporter, à être vraiment pas on essaie de faire comme les Américains, et pour autant c'était d'une qualité, tu vois, vraiment qui m'a impressionné moi quand c'est sorti. Donc du coup il y a vraiment un truc à faire, quoi, et je pense autour du polar, t'as raison, et qui pourrait se mélanger un peu de fantastique. Il y a Marianne, il y a des choses qui ont quand même essayé d'aller vers ça, mais t'as raison, je pense que c'est un des points forts qu'on pourrait jouer complètement. C'est un point fort en même temps. C'est un peu tout le temps aussi comme ça qu'on l'aborde, j'ai l'impression. Le récent Vortex, par exemple, c'est une enquête. Bon, voilà, il y a de la science-fiction, mais c'est vrai en même temps, je suis d'accord avec vous, et en même temps, je me dis. On est déjà arrivé un peu au bout du truc. On a toujours au cœur une enquête. On a l'impression que c'est quand même le point de départ, c'est ce qui alimente la narration. Et effectivement, en France, on est très fort. On a un historique incroyable de tout ça, quoi. Mais les séries qui sont purement fantastiques, purement de SF aujourd'hui en France, sont, j'ai l'impression, plus difficiles à produire. En tout cas, on les voit moins. Je pense à Parallèle, par exemple, sur Disney+, qui est du coup une série empreinte digitale dont on a assez peu parlé au final. Ouais, Parallèle. Il y a eu OVNI, moi que j'ai adoré. Et c'est quel dommage que ça s'arrête au bout de 2 saisons, qu'ils n'ont pas fait la 3e saison. Pour moi, ça, c'était vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que tu avais le côté comique franchouillard, mêlé à de la science-fiction, paranormal, qui faisait vraiment hommage à X-Files. C'est très très drôle, c'est malin. C'est vraiment un vrai gâchis qu'ils n'aient pas voulu prolonger, OVNI. Il y a eu il y a eu Vortex. Moi, j'ai fait un podcast avec l'équipe créative. C'était intéressant de discuter avec eux parce que ce qui est très drôle, c'est que beaucoup de ces gens-là qui font du genre ne sont pas forcément des spécialistes ou des lecteurs de genre. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'en fait, c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué d'en faire. Ça veut dire que les gens qui veulent en faire ou autres, finalement, sont assez peu lecteurs. Et puis après, il y a plein de problématiques qui sont liées aux productions où les budgets, on n'a pas les mêmes budgets que nos voisins, quoi. Donc, moi, je vois, par exemple, Gomorrah, quand même, les Italiens qui n'ont pas une très très grande culture série TV ont réussi à exporter Gomorrah et créer quelque chose. En tout cas, il y avait un espèce de... Dans le genre de la mafia et de la série de mafia, Gomorrah peut vraiment se différencier d'un Soprano ou de d'autres types de séries. Donc on voit qu'aussi qu'on a nos voisins européens arrivent vraiment à créer plutôt récemment. Il y avait l'Allemagne avec Dark aussi. L'Allemagne avec Dark. L'Allemagne, c'est pas un pays de SF. Enfin, Dark, c'est exceptionnel. Mais l'Allemagne n'est pas un pays de science-fiction, quoi. Et c'est ça qui est dingue quand tu vois Dark. Tu te dis qu'en fait, ils sont beaucoup plus pragmatiques dans la façon de créer. Et je pense aussi c'est très dur de faire de la série TV en France. Quand même, c'est un calvaire. Et il n'y a pas du tout ce rapport pragmatique qu'ont les Américains et qu'ont nos voisins sur si tu as quelqu'un qui est bon, même s'il n'a pas fait la Fémis ou qui n'a pas travaillé sur Plus belle la vie, on lit son scénario sérieusement et on va essayer de le produire. Enfin, il y a aussi toute une réflexion à avoir sur l'économie de la série TV, de la production, qui est des fois assez déprimante. Moi, je vois pas mal de copains qui ont fait des séries TV, ils ont attendu 7 ans pour la faire. 7 ans, il se passe tellement de choses. Ouais, mais je crois que ça va, en France, ça va malheureusement encore plus loin que ça. Il y a une schizophrénie avec un amour incroyable pour le fantastique et l'horreur, et une espèce de... tous les días, on a l'impression qu'il y a un renouveau parce qu'il y a un film qui sort et ça y est, enfin, machin. Et puis, flop, ça redescend parce que quelque part, les producteurs sont totalement frileux et sont convaincus que ça plaît pas. Et il y a plein de rendez-vous manqués, souvent, tu vois, qui font que du coup, ça leur donne un peu raison, tu vois. Et du coup, c'est hyper compliqué de faire vivre. Alors que on est un pays qui a été pionnier dans plein de choses du fantastique, de Méliès aux Humanités associés, Gustave Doré, on a quand même été... et c'est vrai qu'on a plus difficilement pris le pas sur la production fantastique moderne audiovisuelle parce que il y a une frilosité, je pense, des gens qui ont le financement, quoi. Même Belphégor, il faut pas oublier. Belphégor, quand ça sort, c'est dingo. Même le général de Gaulle demande les scénarios
pour savoir la suite. Enfin, c'est quand même c'est un autre monde, quoi. Donc c'est vrai que quand on regarde d'ailleurs les productions, parce qu'il y a eu de la série de genre dans les années 70, il y a la chaîne Ina où on peut s'abonner, on voit toutes les séries de genre qu'il y avait. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de créativité dans les années 60, 70, 80, enfin ça s'arrête dans les années 80, mais 60-70, il y a des choses vraiment très intéressantes où il y avait du genre. Mais c'est vrai qu'on a un rapport au genre qui est aussi très compliqué, nous, au niveau de nos élites, ou même au niveau médiatique, finalement, où il y a le mauvais genre. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vois quelqu'un comme François Descraques avec le Visiteur du futur. Bon, ça a pris des années, mais à la fin, il arrive à faire son film, quoi. Donc, c'est encourageant parce qu'on voit qu'il y a des gens comme ça, heureusement, qui apparaissent et qui poussent. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est long? Parce que c'est des gens qui préparent la route peut-être j'espère à la nouvelle génération qui fera ça plus facilement. Et l'avantage de ces créateurs, c'est que aussi du coup ils ont investi Internet, ils ont réussi à fédérer des gens autour d'eux. Et ils avaient une communauté. Voilà, il y a une belle communauté. Et moi, il y a un exemple que j'aime bien parce que justement il est un peu poil à gratter dans le sens où beaucoup de gens le trouvent peu qualitatif, mais c'est la web-série Noob qui a une longévité incroyable, qui fait du médiéval fantastique entre copains et qui soulève des financements participatifs incroyables, qui bat des records européens pour réaliser leur production. Et c'est du genre, et ça fédère des gens. Alors après, on n'est pas sur les mêmes ambitions effectivement qu'un Descraques. Oui, et puis il passe par un mode de production qui est justement autre que le chemin classique, ce qui fait que c'est possible. Exactement, ouais. Est-ce qu'ils arriveraient à faire ça en passant par les biais classiques? Non, quoi. Absolument pas. Non. Nous, pour le coup, c'est très spécifique, mais dans le sens où il y a un public pour ça. Puis ils sont dans quelque chose de très franco-français qui est l'humour. Aussi, l'humour un peu geek, à la Kaamelott finalement. Et on voit, ou à la Nullbuck. Et on voit qu'il y a totalement une niche depuis des années. On sait qu'il y a des gens qui adorent Nullbuck, qui adorent Kaamelott, et je pense que c'est le même public qui regarde Noob. Probablement, ouais. Et en termes du coup de projection, éventuellement, s'il y a quelque chose en tête, peut-être saison 2, du coup, quand ça arrivera, là, c'est en cours en ce moment. On sait que la production est un peu compliquée, mais on croise les doigts forts pour que ça se passe bien. Est-ce que l'un de vous aurait une attente Moi, j'attends Alien. C'est celui qui a fait Fargo. Fargo, c'était quand même exceptionnel de faire mieux que le film des frères Cohen. Il fallait y arriver. Et Fargo, saison 1 et 2, c'est vraiment très très bien. Et j'attends qu'on renouvelle vraiment Alien, parce qu'en fait, Alien, c'est plus très bien depuis longtemps, on va dire. Depuis peut-être 20-30 ans, c'est plus très intéressant. Et à part via les jeux vidéo ou par quelques comics, où je trouve qu'il y a des trucs bien qui se font. Mais j'aimerais vraiment qu'on arrive à renouveler une franchise comme Alien, qui est une franchise géniale avec un imaginaire de dingue, et qui mériterait quand même, je pense, d'avoir quelque chose de mieux que Prometheus ou du dernier Alien. On va finir en se fâchant. T'aimes bien Prometheus? Carrément, mais il y a du Giger dedans. Et qu'est-ce que tu parles mal, quoi? Ça va pas du tout. Évidemment que c'est pas parfait, on est d'accord, mais moi je défends plutôt pas mal Covenant et Prometheus dans leur design et dans. Et alors, j'ai pas vu d'ailleurs le truc de Ridley Scott aussi qui a fait une série qui avait la RSF un peu barré. T'as vu ça ou pas? Raised by Wolf. Malheureusement, non, je l'ai pas vu. 2 saisons, malheureusement, ça a été annulé en cours de route. Donc. J'ai vu que la première saison, moi j'ai arrêté. C'était naze ou c'était. Non, c'était intéressant. C'était intéressant, mais en fait, j'ai regardé après quand ils avaient annoncé l'annulation. Du coup, tu le regardes avec un œil un peu différent, bien sûr. T'étais en mode. Tu t'autorises pas à kiffer, tu vois, genre exactement. Ouais, tu regardes et tu dis c'est dommage, c'était bien. Alors, je me permettrai du coup dans les attentes de juste dire, parce que c'est un peu mon cheval de bataille personnel, de dire que Doctor Who du coup reviendra en fin d'année avec le spécial autour de l'anniversaire de la chaîne. Et grosse nouvelle du coup sur Disney+, puisque Disney+ a racheté entre guillemets les droits de diffusion de Doctor Who, donc je vais enfin pouvoir saouler tous mes potes avec cette série qui pourront regarder du coup, qui n'ont jamais pris le temps de regarder parce que trop long, avec cette normalement porte d'entrée, puisqu'on est en plus dans un changement d'acteur principal. C'est intéressant Doctor Who, le fait qu'en France ça a été compliqué, qu'il faut attendre le début des années 2000 pour commencer que le public français commence à découvrir. Alors, ça date des années 50 si je me trompe pas, enfin ça remonte, c'est une des plus anciennes séries qui existent. Ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment 2 périodes, une période effectivement dans les années 50 et en 2005 ça reprend après une pause, une tentative américaine, mais oui c'est un monument quoi. Les gens se réunissent autour des specials de Noël ou des Nouvel An, enfin c'est vraiment un monument. C'est marrant, en France on a vraiment raté les grandes séries de SF, je pense Star Trek, la diffusion de Star Trek c'est une catastrophe. Et du coup, ça a mis du temps avant de créer. Il a fallu attendre la Next Generation pour créer un début de nouvelle hype. Et puis après, maintenant, voilà, Star Trek est diffusable partout et ça plaît. Mais c'est vrai que Doctor Who, ça fait partie des grandes séries un peu ratées qu'on a ratées en France. Un peu compliqué d'accès parce qu'effectivement, il y a un côté très carton-pâte, mais qui, quand on met le doigt dedans, a vraiment la puissance de cette série, enfin de la série, c'est-à-dire vraiment de la sérialité,
ces personnages qu'on va suivre. Ouais, il y a un bestiaire moi que j'ai jamais vu Doctor Who, mais j'ai souvent regardé le bestiaire, tu vois, de toutes les créatures qui ont existé. Et il y a des designs incroyables. Enfin, il y a quand même, ça a l'air d'être bourré de richesse, même si à chaque fois que j'essaie de regarder un peu, il y a un côté série soap anglaise bizarre. Mais en même temps, il y a plein de Doctor Who différents, il y a plein de propositions. Je pense que c'est un tel iceberg. Enfin, tu vois, ça a l'air énorme, quoi. Donc, du coup, par où rentrer, il y a toujours un peu cette. J'ai jamais trouvé encore l'entrée, mais je suis sûr que j'y trouverai plein de choses géniales, quoi. En autre série, ouais, que aussi maintenant que j'ai réfléchi, que j'attends avec impatience, c'est s'ils arrivent, mais c'est la série de Warhammer 40 000 avec Harry Cavill. Moi, je suis parti, voilà, des gens qui sont rentrés dans la secte de Warhammer 40 000. Série animée, non, pour le coup avec les romans. Alors, je sais pas trop, il était question on a parlé de série animée, mais aussi d'une série live action. Et s'ils arrivent à faire quelque chose de cet univers-là, je pense que ça peut être totalement dingo en termes de série. Et ça a le potentiel de faire comme Game of Thrones. En tout cas, si on suit l'hérésie d'Horus, qui est le lore principal de Warhammer 40 000. Après, bon courage pour l'adaptation. Moi, je suis en train de lire les bouquins. Il y en a une centaine. C'est un délire. Et du coup, mais pour moi, c'est vraiment un univers qui a un énorme potentiel et qui pourrait vraiment être adapté sérieusement. Mais il faudrait faire quand même pas mal d'ajustements. Ça a le potentiel effectivement c'est un univers qui est encore assez méconnu, on va dire, et qui pourtant est ultra riche et qui a le potentiel justement d'exploser dans divers, qui est déjà le cas avec les jeux vidéo et tout ça. Mais et puis avec une armée de fans très fidèles, très investis et tout. Après, je connais pas sa dimension et est-ce que ça réussirait à sortir entre guillemets de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être refroidis par le côté très guerrier, tu vois, assez étouffant en fait, tu vois, pour qui n'aime pas forcément la dark and gritty fantasy, tu vois, mais clairement, en tout cas, j'irais jeter un œil s'ils faisaient une série là-dessus. Ouais, il y a un potentiel, mais comme tu dis, c'est quand même une niche. Moi, je m'y suis mis parce que beaucoup de gens en parlaient comme étant le truc cryptique, vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est une synthèse de Star Wars, Dune, Fondation. Donc c'est assez fascinant de voir les références. Après, à adapter, il faudra un peu lisser l'univers, qui est quand même... on peut en parler d'un point de vue politique, qui est légèrement réactionnaire quand même. C'est un truc, même si je pense que les créateurs, les auteurs ne sont pas forcément réac, mais il y a quand même une vision du monde, voilà. Tout est atrophié, tu vois, à 2000%. Je pense qu'il y a un côté tout à fond et tout ce qui est dark est super dark. Et puis moi je le vois de loin par les artistes plutôt, tu vois, parce que j'ai jamais joué au jeu et que c'est pareil, encore plus terrifiant que Doctor Who. Il y a un fluff, je crois que c'est comme ça qu'on appelle tout ce qui a été créé par les fans et qui est devenu plus ou moins canon. Enfin, il y a un statut très particulier quand même à l'univers Warhammer, mais du coup oui, effectivement, j'aimerais bien voir ce qu'une série tu vois, pourrait donner. Pour le coup, ça pourrait être en termes de design, d'argent, de costumes, enfin bon courage, quoi. Effectivement, il y a un enjeu d'adaptation. On va se diriger tranquillement vers la fin de ce podcast. J'ai envie de vous poser une dernière question avant qu'on fasse un petit peu le tour de votre actualité. Est-ce que vous avez, puisque notre podcast s'appelle Spoilers et qu'on nous dit très régulièrement, on nous demande si on va spoiler justement les choses dans notre émission, si vous avez en tête un spoilers que vous avez subi ou que éventuellement vous avez délivré à quelqu'un et qui a été soit douloureux, soit amusant. Est-ce qu'il y a une anecdote en tête que vous pouvez avoir par rapport à ça ? Moi, j'en ai deux très rapides. Une où c'était notre prof de français de l'époque en seconde, qui était pas quelqu'un de très sympathique et qui avait spoilé à toute la classe qui était Kaiser Soze. Voilà, alors que le film venait de sortir et qu'on était on avait tous envie de le voir. C'était la hype du moment. C'était une punition ou Non, il était juste D'accord. pas très sympa. Très bien. Et l'autre, c'est avant d'aller voir Seven au cinéma. On m'avait spoilé le contenu d'un certain carton, tu vois, dans la. D'accord. Et bon, voilà, du coup, le film que j'avais apprécié au demeurant, mais du coup, j'avais pas du tout rentré. J'étais pas rentré dans le truc, quoi. Non, j'ai eu la chance de pas trop m'être fait spoiler. Après, comme si Seven finalement, parce que enfant c'était donc voilà, moi j'étais plus jeune que Alt, et donc du coup c'était l'interdit. Ça faisait partie des films qui faisaient beaucoup parler. Certains copains avaient vu le film et donc ils nous avaient raconté le film. Donc c'est vrai que quand je l'ai vu ado, je connaissais déjà la fin, mais je trouvais ça super. Mais c'est vrai qu'il y avait pas du tout ce même. Si on m'avait rien dit, je pense que j'aurais été sur les fesses à la fin du film. Mais voilà, ça fait partie des choses. En même temps, c'est intéressant parce que ça fait partie des choses qu'on avait entre 8 à 10 ans, où ça faisait partie de l'interdit. T'avais Twin Peaks, t'avais Seven, tu savais que c'était un truc pour adultes, que c'était violent. C'est pareil, Soldat Ryan, Fight Club, voilà, c'était des films comme ça où enfant, t'avais pas forcément, tu comprenais que c'était un truc de grand.
Et donc il y avait une frustration qui, je pense, est fondamentale quand t'es enfant, parce que ça construit ton imaginaire, et je pense que Alt peut très bien en parler. Et c'est vrai que pour moi, ouais, Seven faisait un peu partie de ça. Après, là où j'ai été hyper content de ne pas être spoilé, c'était sur Breaking Bad. Sur la mort d'un des personnages iconiques de la série, où ça m'a vraiment choqué. C'est l'épisode Ozymandias, que beaucoup de gens connaissent, qui est vers la fin de la série. Et vraiment, j'étais persuadé qu'un des personnages survivrait, et non. Et ça m'a vraiment bousculé, quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été bousculé, et j'avais été content d'un tel spoiler. Ouais, et j'avais été content, comme j'ai regardé Breaking Bad, je pense 10 ans après tout le monde. Du coup, j'étais passé entre les gouttes. Ouais. Et vraiment, cette fin-là, la fin de ce personnage-là, ça m'a mais profondément dégoûté. Et c'est super, parce que c'est là où je me suis dit que c'est une grande série, parce que finalement, il y a que des grandes séries qui te font vivre des trucs où tu y penses pendant plusieurs jours, quoi. Tu te dis, mais attends. Et ce côté émotionnel, c'était pas ça avec Game of Thrones, parce que j'avais lu les livres. Et finalement, le côté où moi, par exemple, Game of Thrones, je suis passé à côté de la hype jusqu'au moment où ils ont arrêté d'adapter les livres. Et pour moi, il y avait un intérêt, et c'est là où j'ai vraiment été pris au jeu. Mais sinon, j'avais lu les romans, donc t'attends, quoi. Tu te dis, ah tiens, là, les Noces Rouges, alors on va voir. Tu vois, t'attends juste sur Internet la réaction des gens, et tous les gens sont en PLS. Et toi, tu te marres. Et c'est vraiment ce moment où ils ont arrêté de suivre les romans, où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, donc ça, c'était fort. J'ai envie de savoir maintenant, bien sûr. Pour l'anecdote, à Rennes, pour Game of Thrones, il y a quelqu'un qui avait pris l'habitude de noter sur les murs de la ville certains faits marquants de la série, et notamment autour de Joffrey. Il y avait un tag et tout, et il y a beaucoup de gens comme ça qui se sont fait spoiler in situ dans la ville en se baladant. Voilà, je trouvais que c'était une manière vraiment très... Un spoiler sur les murs. C'est ça. C'est parfait. Pour Dune, typiquement, bon, on verra s'il y aura un troisième film, mais en fait, tout l'intérêt de Dune est dans le Messie de Dune, je pense, donc le deuxième roman, où il y a une espèce d'évolution du personnage principal de Paul Atreides, qui, je pense, a traumatisé les fans de Dune à l'époque, et qui a donné Game of Thrones plus tard, puisque George R. R. Martin était très inspiré de Dune. Et j'aimerais vraiment que Denis Villeneuve aille au bout du projet et fasse le Messie de Dune en film, parce que je pense que vraiment les gens seraient très surpris. Et ça montre vraiment la complexité de cette œuvre-là. Et je pense que plein de gens qui n'ont pas encore lu les romans, j'ai hâte de voir leur visage dégoûté. Ok, très bien. Bon, merci pour ce petit partage de moments spoilés ou pas, et puis de projections sur la suite. Ne lisez pas Dune, du coup. Voilà, attendez de voir les films. On va faire un petit tour de table de votre actualité pour terminer. Où est-ce que vous en êtes, Alt? Où est-ce qu'on peut te retrouver, évidemment, sur ta chaîne YouTube, mais pas que? Ouais, écoute, là, j'écris ma nouvelle vidéo, et je sors un livre début novembre, un nouveau livre qui s'appelle Liminal. Donc, t'es le premier à qui j'en parle. Et en gros, c'est un livre sur la liminalité dans les images, que ce soit le jeu vidéo, les films, l'art. Du coup, voilà, j'y ai travaillé beaucoup cet été. On y est encore un peu dessus. Et donc, voilà, ce sera l'actualité début novembre, en plus d'une nouvelle vidéo qui sortira quand elle sera prête. D'accord, très bien. L'œil, de ton côté? Là, il y a deux actualités. Il y en a une qui va arriver fin novembre, puisque ce sera le premier numéro de Métal Hurlant auquel j'ai apporté vraiment ma contribution avec un cahier de 30 pages rédactionnel. Il y aura pas mal de rockstars, dont Alt 236. Autre que Alt 236, il y aura Kim Stanley Robinson, Colin Serrault, Phil Tippett, Romain Lucaso. Wow. Bref, il y aura du beau monde pour parler de l'utopie. Et l'autre prochaine actu, ce sera en mars prochain, au printemps prochain, parce que j'ai une BD qui va sortir, qui s'appelle Vertigéo, et qui est une adaptation d'une nouvelle de la Volt, issue du recueil Demain le travail. Voilà, donc on est en train de finaliser cette bande dessinée. Et voilà, ça fera depuis le MOOC Dune et tout sur Dune que j'avais pas publié quelque chose, donc ce sera l'occasion. Ok, on suivra ça avec beaucoup d'impatience et d'envie sur vos deux projets à venir. Merci à vous deux pour votre présence dans ce nouvel entretien Spoilers. Merci pour le podcast.
Merci à toi, c'était trop cool. J'espère que, à présent, nos auditeurs et auditrices connaissent un petit peu mieux votre rapport aux séries de genre de l'imaginaire, mais pas que. Et qui sont pas fâchés, j'espère. Il y a que de l'amour, moi je respecte tout Et le que vous monde. n'êtes pas fâchés, mais je vois pas pourquoi. Hein. Voilà. Non, mais bon, attention, dès que tu dis qu'un truc est un peu naze, je veux pas. Tu vois, c'est pas le but, c'est juste un avis et il vaut ce qu'il vaut. Quoi. La communauté, pour l'instant, de spoilers est plutôt bienveillante, donc tout va bien. Merci à vous deux. Nous, on se retrouve très bientôt, fin septembre, pour un nouvel épisode en live sur Twitch, cette fois dans le cadre du festival Court-Métrange, qui cette année vous propose d'explorer les abysses, voilà, immensité de fiction et ressources de vie, c'est l'intitulé de cette édition. Merci encore à l'étang moderne de nous avoir accueillis pour enregistrer ce podcast. Franchement, ils sont adorables de bout en bout. Voilà, le public devant nous, non, il n'y en a pas, mais les personnes qui nous ont ouverts, qui nous ont accueillis et tout, Ouais, ils sont tout le vraiment, monde est super vraiment très, 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 très sympas. Une proposition atypique en plein cœur de Rochefort-en-Terre. Hein. À la fois, c'est un lieu culturel de spectacle et de résidence artistique, mais aussi de restauration et d'hébergement. C'est un endroit qui est vraiment au cœur de la ville, très sympa, une ancienne école, il me semble. N'hésitez pas à vous renseigner sur leur programmation. On vous mettra évidemment les liens en description de ce podcast. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers, évidemment, sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre, si vous avez aimé l'émission, 5 étoiles et un petit commentaire si vous avez envie. Vous connaissez la routine, c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles émissions Spoilers. Salut! À bientôt. Salut! Bonus. Track.